Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, professeur Lucienne Vuitton. Merci d'être avec nous pour un sujet qui est un sujet très intéressant, en tout cas qui fait parler de lui ces temps-ci. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire au sujet donc de la contraception, du lien entre contraception et Mickey. Alors, vous êtes déjà nombreux à vous être connectés, et j'espère pas que nombreuses, mais aussi nombreux, parce que la contraception, finalement, ça concerne les femmes et les hommes. Et puis, donc, avant de commencer ce webinaire, j'aimerais juste simplement vous rappeler deux petites choses, mais je crois que maintenant, vous êtes complètement habitués à la plateforme comme participants. Vous voyez que vous avez donc en bas des onglets sur lesquels vous pouvez cliquer. Un onglet en bas à droite de l'écran sur le chat qui vous permet de discuter entre vous à n'importe quel moment. Un onglet questions qui, là, en fait, est la question aux intervenants, qui seront des questions qui seront vraiment au sujet de la thématique de la contraception. Peut-être, d'ailleurs, on pourra un petit peu élargir sur la santé éventuellement de la femme, peut-être aussi sur la fertilité ou l'hérédité. On verra un petit peu en fonction de vos questions. Et puis, vous aurez aussi tout au long de ce webinaire deux sondages qui viendront ponctuer un petit peu les différents moments de cette soirée. Il faut savoir aussi donc, les questions que vous allez poser, eh bien, elles seront votées par les participants. Donc, remonteront en fait les questions qui seront les plus votées par les participants. Donc, je vous invite aussi à voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Alors, un très, très grand merci, professeur Lucienne Vuitton. Vous êtes gastro-entérologue au CHU de Besançon. Merci de vous intéresser à cette question de la contraception. Nous avions fait avec, j'ai vu d'ailleurs qu'elle était en ligne, Christelle Robin, un partenariat sur un sujet qu'elle souhaitait développer dans le cadre de son master de maïotique. Et ce sujet était contraception et Mickey. Nous avions fait une petite étude auprès des patientes notamment et sur la question de la contraception, et vous étiez 74% à ne pas être informés ou à manquer d'informations sur la question de la contraception en lien avec la Mickey. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de pouvoir donner cette information. Donc, Lucienne Vuitton, ben, vous avez un topo d'à peu près une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, bien, on vous posera toutes les questions qui ont trait à la contraception, bien évidemment, mais on pourra élargir éventuellement. Et je sais que Christelle Robin est aussi parmi les participants. Éventuellement, si elle le souhaite, on pourra aussi la faire monter sur scène. Mais pour le moment, Lucienne Vuitton, c'est à vous. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir et ravie que l'AFA ait choisi cette thématique de la contraception. Donc moi, je suis gastro-entérologue au CHU de Besançon et c'est évidemment une thématique qui intéresse les femmes, mais aussi, j'espère, les hommes. Et puis, pas que les gastro-entérologues, évidemment, et sages-femmes et gynécologues qui vous suivent. Donc, ce que je vous propose, c'est de discuter du rationnel de la thrombose veineuse dans la maladie inflammatoire de l'intestin, parce qu'on verra que ça a vraiment son importance dans le choix de la contraception. Donc, il faut qu'on parle de ça. Et puis après, on parlera de la contraception et de la contraception en particulier chez les femmes atteintes de Mickey. Puis après, on discutera ensemble avec vous, avec l'AFA et avec Christelle également, qui est sage-femme, qui s'intéresse de près à ce sujet et qui est avec nous. Alors, pourquoi cette discussion est importante? Évidemment, les patientes atteintes de Mickey sont jeunes. Le pic diagnostic, c'est entre 18 et 30 ans. Donc, évidemment, le sujet de la contraception et du coup de la grossesse est majeur dans cette population. Ce qu'il faut savoir, c'est que la contraception, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est pour prévoir une grossesse satisfaisante au moment où on l'a choisie. Et effectivement, la grossesse, elle doit particulièrement être anticipée quand on a une Mickey. Pourquoi? Parce que ça se passe bien dans une période de rémission. Donc, évidemment, avant que la maladie soit en rémission ou stabilisée par les traitements, là, la contraception sera particulièrement importante pour choisir le bon moment. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la grossesse est contre-indiquée avec certains traitements. Il y a des traitements dont le méthotrexate qui est tératogène et formellement contre-indiqué en cas de grossesse et donc la contraception est obligatoire. Et puis, il y a les nouveaux traitements où on a peu de recul et où on va aussi proposer une contraception presque obligatoire, faute de données, pour ne pas vous amener à un danger particulier.
Et puis l'autre chose, donc pourquoi cette discussion est nécessaire, c'est que la contraception, il y a différents types de contraception, ça qui fait que c'est complexe. Et puis certaines contraceptions amènent à un surrisque de thrombose. Et les contraceptions mécaniques, on verra ce que c'est, peuvent avoir des contre-indications. Donc déjà, le risque de thrombose, on va parler, en fait là, ce risque de thrombose, il concerne les veines. Donc on va parler de la thrombose veineuse. Qu'est-ce que c'est que la thrombose veineuse? C'est un caillot qui se produit dans une grosse veine. Les petites veines, ça ne nous embête pas. Les veines superficielles, ce qui est embêtant, c'est quand ça se produit dans une grosse veine, le plus souvent dans la jambe. Et donc, ce qui est particulièrement embêtant, donc ce caillot fait mal, est symptomatique, il faut le traiter. Et pourquoi c'est particulièrement embêtant? Parce que ces caillots veineux, ils peuvent monter jusqu'au cœur depuis la circulation, et dans le cœur, le caillot va être éjecté dans les poumons, et c'est là que le caillot vient se loger dans le poumon, pouvant créer une embolie pulmonaire, qui est une pathologie cette fois-ci grave et potentiellement mortelle du poumon. Donc, les patients en général, les patients donc atteints de Miki, sont plus à risque de thrombose. C'est quelque chose qu'on a bien démontré. Alors, pour regarder ça, qu'est-ce qu'on fait? On va comparer le taux de survenue de ces thromboses veineuses chez les Miki par rapport à la population non Miki. Donc là, on a regroupé l'ensemble des études sur le sujet. On appelle ça une méta-analyse. Et globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que quand on prend toutes les études sérieuses sur le sujet, on peut retenir ce chiffre-là. C'est que quand vous avez une Miki, vous avez 2,1 fois plus de risques au cours de la vie de développer un caillot dans les veines que quelqu'un qui n'a pas de Miki. Quand on se met en perspective par rapport à d'autres pathologies, ça donne quoi? C'est le schéma de droite. Par exemple, on a un peu plus à risque de faire des caillots veineux, des thromboses veineuses quand on a une Miki que quand on est obèse. On a un peu plus de risque aussi de faire des caillots veineux quand on a une Miki que quand on a une maladie héréditaire de la circulation veineuse. Donc, ça vous montre un peu l'importance de ce risque. C'est moins risqué que quand on a un cancer, mais finalement, c'est des chiffres qui s'approchent du risque de thrombose en cas de cancer. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré, alors ce caillot est majoritairement lié à l'état inflammatoire dans la Miki. Et même si on a fait beaucoup de progrès dans les traitements, vous voyez là l'évolution du risque de thrombose dans le temps entre les années 80 à gauche du diagramme et les années 2020. Vous voyez que même si cette incidence diminue, elle diminue faiblement de l'ordre de 0,7% par an, ce qui veut dire qu'encore en 2020, on a 2 fois plus de risque de faire une thrombose quand on a une Miki que quand on n'a pas de Miki. Ce qu'il faut connaître aussi, c'est les autres facteurs de risque en plus de sa Miki. On est particulièrement à risque si on se retrouve hospitalisé, quelle que soit la cause d'hospitalisation. Si on a d'autres pathologies, par exemple, comme on l'a dit, l'obésité ou l'hypertension ou d'autres facteurs de risque de thrombose. On est particulièrement à risque si on a une maladie pas contrôlée, c'est-à-dire que si on a un traitement si on n'a pas de traitement efficace depuis moins de 3 ans, ou si on a un traitement efficace depuis moins de 3 ans, et si on est sous corticoïdes. Donc, vous voyez que les facteurs de surrisque sont assez fréquents. L'autre point important, c'est qu'il faut savoir que ce risque, quand même, il est limité quand la maladie va bien et il va être majeur quand la maladie est inflammatoire, en poussée ou chroniquement active. Ça, on l'a bien démontré dans une étude très intéressante en Angleterre, où on a regardé ce risque de thrombose chez 13 000 patients atteints de Miki et on a comparé par rapport à 70 000 témoins dans la population britannique qui n'avaient pas de Miki. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude? C'est que, comme je vous l'ai dit, comme dans les autres études, il y a un risque plus élevé de thrombose quand on est en rémission quand même de 2 fois plus important que la population. Et ce risque, il devient majeur en fait quand la maladie est en poussée à cause de l'état inflammatoire. Et là, le risque est multiplié par 6 ou 8 par rapport à la population. Quand on a une Miki, on est donc aussi plus à risque d'avoir une thrombose quand on est hospitalisé. Et là, le risque est multiplié par 6. C'est pour ça que ça vous est peut-être arrivé d'être hospitalisé. C'est pour ça que quand on hospitalise quelqu'un qui a une maladie de Crohn ou une RCH, on va toujours faire une prévention de cette thrombose veineuse profonde. C'est quoi? C'est la petite piqûre d'héparine qu'on fait 1 fois par jour, souvent le soir en sous-cutané. Et ça, c'est systématique dès qu'on rentre à l'hôpital quand on a une Miki. C'est important à l'hôpital, mais il faut quand même se rappeler que notre but, c'est de pouvoir traiter les gens à la maison surtout, et qu'on peut avoir un état très inflammatoire quand on est à la maison, et que donc ce risque il doit être pris en compte évidemment aussi quand on est pris en charge, mais qu'on n'est pas hospitalisé.
Autre point à savoir, et ça va être important dans la discussion de la contraception d'une femme, c'est est-ce qu'une femme a déjà fait un caillot veineux? Alors, les situations classiques pour en faire, c'est par exemple quand on a été opéré, quand on est plâtré ou quand on a eu une intervention chirurgicale quel qu'il soit, on peut avoir une thrombose veineuse. Le risque de refaire une thrombose est plus important malheureusement si on en a déjà fait une, c'est que probablement on a une prédisposition. Et d'ailleurs, la probabilité de récidive à 5 ans d'une thrombose est de 30%. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire que le fait, en plus d'avoir sa MICI, d'avoir déjà fait une thrombose veineuse, c'est très important de le dire à son médecin, de le dire à sa sage-femme, parce que ça va être un point majeur dans la discussion du traitement contraception. Une autre info, ça ne concerne pas la contraception aujourd'hui, mais c'est un sujet qui nous intéresse en général. Le fait d'être enceinte ou d'être dans la période après l'accouchement qu'on appelle le postpartum, c'est un environnement médical, une inflammation chronique qui fait qu'on fait plus de thromboses même si on n'a pas de MICI. Donc évidemment, quand on a une MICI, qu'on est enceinte et qu'on est en période de postpartum, ce risque de thrombose est important. C'est pour ça que quand on est hospitalisé pendant une grossesse, qu'on a une MICI, qu'on est hospitalisé après l'accouchement pour une raison X, le gynécologue va toujours aussi utiliser cette prévention de la thrombose avec cette petite piqûre d'héparine une fois par jour. Donc, une fois qu'on a posé cette problématique, qui est la problématique principale quand on parle de contraception et de MICI, on va maintenant parler de contraception. Donc, la contraception, c'est assez vaste, ce qui rend les choses assez complexes. Il y a différents types de contraception, on va les repréciser. Ce dont on sert, nous, médecins, pour voir l'efficacité d'une contraception, c'est ce qu'on appelle l'indice de Pearl. C'est ça qui détermine l'efficacité. L'indice de Pearl, c'est l'indice théorique qui est égal au pourcentage de grossesse accidentelle sur 1 an d'utilisation de la méthode dont on parle. Donc, par exemple, pour imager les choses, un indice de Pearl à 2, ça veut dire que 2 femmes sur 100 qui utilisent cette méthode de contraception pendant 1 an vont être accidentellement enceintes. Je vous ai mis dans le tableau, j'ai listé les différents types de contraception disponibles. Je n'ai pas du tout parlé de stérilisation. Et donc, vous voyez que j'ai mis au-dessus et en rouge les contraceptions qu'on peut juger efficaces, où on ne vous fait pas prendre de risque de grossesse inopinée. Donc, je vais déjà éliminer, entre guillemets, les contraceptions qui seront moins efficaces, qui sont le préservatif masculin, qui en théorie paraît efficace sur l'indice de Pearl, mais il y a différentes circonstances qui font que dans la réalité, ce type de contraception va être beaucoup moins efficace. Vous vous en doutez évidemment. Les spermicides, les diaphragmes, la cape cervicale, les méthodes naturelles, par exemple la méthode Ogino de nos grands-mères, ça marche clairement pas bien. Donc, dans ce qui fonctionne, on a d'abord en comprimé des hormones, c'est ce qu'on appelle la pilule. Et donc là, il y a 2 types de pilules différentes et c'est ça qu'il va bien falloir comprendre. Donc, il y a des hormones combinées, œstrogènes plus progestatifs, on appelle ça donc les pilules, les pilules hormonales combinées. On a les pilules avec une seule hormone qui est la pilule progestative. Alors, la différence en pratique, si vous voulez reconnaître rapidement ce que c'est, la pilule combinée œstroprogestative, c'est des plaquettes de 21 comprimés, c'est-à-dire qu'on prend la pilule 3 semaines et on l'arrête 1 semaine où il y a le retour des règles. Tandis que la pilule progestative, elle est prise de 28 jours sur 28 en continu et la plupart du temps, ça stoppe les règles. Ensuite, on a les stérilets. Donc, c'est un dispositif mécanique que le gynécologue ou la sage-femme va implanter dans l'utérus. On appelle ça dispositif intra-utérin, c'est le stérilet. Et là encore, il y en a 2 types. Il y a le stérilet imprégné aux hormones, 2 marques, Mirena, Gedes, qui va fonctionner en fait, en libérant donc, cette hormone qui va modifier la glaire cervicale et empêcher la nidation. Après, on a le stérilet sans hormone qui est au cuivre, c'est-à-dire qu'il y a un fil de cuivre autour de la partie principale qui est dans l'utérus, et c'est la réaction toxique du cuivre sur les spermatozoïdes qui va faire la contraception.
Ensuite, il faut en parler parce que ça peut être assez pratique et ça marche bien. C'est l'implant sous-cutané. Ça revient finalement à un progestatif pur. C'est un implant progestatif qui est mis en place par le gynécologue ou la sage-femme sous la peau et qui va libérer des hormones progestatives en continu et fonctionner un peu comme une pilule progestative continue. Donc, parlons de la contraception qui présente un risque potentiel. C'est la contraception hormonale combinée, c'est-à-dire hormones œstrogènes et progestatifs. Cette contraception est à risque de thrombose veineuse profonde. C'est pour ça que je vous ai tant parlé des thromboses avant. Donc, la thrombose veineuse profonde, ça peut arriver à n'importe qui. D'ailleurs, on a 5 à 10 cas pour 100 000 femmes par an. Mais il faut savoir que sous pilule œstroprogestative, et là je ne parle pas de Mickey, je parle de la population générale, on a démontré ces 20 dernières années que ces contraceptions, il y en a 2 générations, peu importe, augmentent le risque de thrombose d'un facteur 2 à 4, avec évidemment, potentiellement, comme je vous ai dit que le caillot il peut monter au poumon, un risque de décès, mais qui est rarissime, évidemment. Mais le risque est d'autant plus important que la femme a des facteurs de risque de thrombose. Donc, concernant ces contraceptions œstroprogestatives qui ont un risque connu de thrombose, l'ANSM, qui est l'Agence nationale française du médicament, a édicté des recommandations d'utilisation. Et donc, dans son guide d'utilisation, déjà, que nous dit l'ANSM? Il nous dit que si on a plus d'un facteur de risque de thrombose, on doit remettre en cause la balance bénéfice-risque de cette contraception pour cette femme en question. Et après, l'ANSM, il nous liste la liste potentielle des facteurs de risque de thrombose. Et clairement, dans la liste de l'ANSM, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, vous le voyez, apparaît en toutes lettres. Alors, je vous ai dit, plus d'un facteur de risque, il faut se poser la question. Donc, on a déjà un facteur de risque quand on a une Mickey. Ensuite, les autres facteurs de risque, c'est quoi? C'est des choses potentiellement très classiques. Rien que l'âge est un facteur de risque, c'est-à-dire qu'au-delà de 35 ans, quand vous avez une Mickey, vous avez du coup 2 facteurs de risque de thrombose. Vous n'êtes théoriquement plus tellement éligible à ce type de contraception. Le tabac, ça vous devez le savoir, on en a beaucoup parlé, pilule plus tabac, pilule œstroprogestative plus tabac égale danger vis-à-vis des thromboses. Donc c'est pour ça qu'on dit aux jeunes femmes qui veulent prendre une contraception de ce type-là qu'il faut absolument arrêter de fumer et que si on combine Mickey, tabac plus de 35 ans, évidemment là la balance bénéfice-risque elle est plus bonne. On voit aussi que si on a d'autres médicaments, ça peut nous ajouter un facteur de risque. Et donc, qu'est-ce qui nous concerne pour les Mickey? Les corticoïdes, tout bêtement, c'est un facteur de risque de thrombose, on l'a vu dans une autre étude. Et puis, plus récemment, cette nouvelle classe de traitement qui s'appelle anti-JAK, qui est par exemple le tofacitinib, le Xeljanz pour la rectocolite hémorragique, qui est déjà disponible, et qui est potentiellement des futurs traitements qu'on aura bientôt, l'upadacitinib, le filgotinib, qui vont être disponibles dans les mois à venir. Donc, c'est important de connaître ces restrictions. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a émis des recommandations claires pour justement les femmes à risque de maladies thromboemboliques veineuses. L'OMS nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut utiliser pour ces femmes une contraception dont le bénéfice de l'utilisation est évidemment supérieur au risque. Et donc, on va utiliser dans ces cas-là, quand il y a un risque, une contraception qui n'est pas à risque de thrombose. Et qu'est-ce qui n'est pas à risque de thrombose? Il y a la pilule progestative seule, je vous ai dit, celle qui se prend tous les jours. Il y a le stérilet utérin hormonal ou au cuivre, et il y a l'implant progestatif sous-cutané. Dernier point concernant justement le stérilet. Qu'est-ce qu'on doit en penser avec une Mickey? Donc, on l'a vu, c'est une bonne méthode de contraception parce que c'est efficace, c'est par ailleurs assez pratique puisque c'est posé pour 3 à 10 ans. Là, la Haute Autorité de Santé, la HAS, nous renseigne sur les contre-indications des stérilets. La contre-indication du stérilet, et là c'est assez théorique, vous allez voir, mais on peut quand même rentrer dans la case quand on a une Mickey, c'est d'abord une maladie inflammatoire pelvienne en cours. Alors là, la HAS pense plutôt à des femmes qui auraient fait une péritonite récente, des femmes qui auraient fait une infection génitale, donc
par exemple, qui peut être fréquent, la salpingite, ou des femmes qui auraient des maladies pelviennes qui peuvent être finalement pas si rares, comme l'endométriose. L'autre point qui est abordé par l'HAS pour le stérilet est qu'en théorie, on dit que c'est contre-indiqué chez des patientes qui ont une sensibilité accrue aux infections. Donc là, c'est assez large, une sensibilité accrue aux infections, mais tout de suite, on pense aux patientes qui ont une MICI et qui sont traitées par des traitements immunomodulateurs qui vont donc diminuer la défense vis-à-vis des infections et potentiellement favoriser des infections traînantes. Et donc là, effectivement, le fait d'avoir un matériel étranger, ça peut potentiellement poser un problème et il faut savoir qu'il y a un risque d'infection du matériel étranger. Quand on n'est pas dans le cas d'une MICI, mais en population générale, il faut savoir que globalement, à 5 ans, le taux de salpingite, d'infection des trompes quand on a un stérilet, est de l'ordre de 2,5%. Là, c'est finalement assez rare, mais quand on a un traitement immunosuppresseur, si celui-ci est important, et vous savez qu'on utilise parfois des traitements combinés, par exemple un anti-TNF plus un immunosuppresseur, là, le risque d'infection est potentiellement trop important et on va vraiment discuter ce mode de contraception quand on pense que le risque d'infection est important. Et donc là, c'est de la discussion au cas par cas avec votre gastro-entérologue. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'autre type de stérilet, le stérilet au cuivre, son principal effet secondaire, c'est qu'il peut augmenter, il peut donner des règles douloureuses et puis il peut augmenter la quantité des règles. Ce qui fait que le principal effet secondaire connu, c'est la carence en fer et l'anémie. Ce qui finalement est tout à fait tolérable quand on n'a pas de pathologie, mais quand on a une autre pathologie comme la MICI où très fréquemment on manque de fer parce qu'on a des petits ulcères, parce qu'on a une inflammation chronique ou très fréquemment on a de l'anémie, on ajoute un facteur d'anémie et donc on va ajouter un facteur de fatigue avec ce type de stérilet. Donc c'est pour ça aussi que spontanément, ce n'est pas forcément vers ce type de contraception qu'on va vous orienter. Finalement, en conclusion, et avant qu'on discute de tout ça ensemble, il y a donc plusieurs points de vue à voir, celui du gynécologue et de la sage-femme, qui est finalement ceux qui connaissent le mieux la contraception et les différents types de contraception et qui pourront vous renseigner sur comment ça se prend, comment ça se pose, quels sont potentiellement les effets secondaires, quels sont surtout les bénéfices attendus. Et puis par contre, concernant votre maladie, votre risque d'infection, votre risque de thrombose, votre risque d'anémie, là, c'est le gastro-entérologue qui va avoir le plus d'infos. Donc, il va falloir qu'on ait un dialogue entre vous, votre gynécologue, nous, et parfois, c'est pas facile. Et l'AFA est là pour nous aider à faire le lien. Donc, quelle contraception? Je crois que le premier message, c'est qu'il ne faut surtout pas être dogmatique puisque ça va vraiment être à la carte et que ça doit être une discussion et que surtout, pas de panique. Il ne faut pas paniquer si on n'a en théorie pas la bonne contraception. Il faut voir au cas par cas s'il faut changer rapidement, qu'est-ce qu'on envisage pour la prochaine. Ce qu'on peut dire, c'est que si on a une MICI qui n'est pas très sévère, en tout cas qui est en rémission, qui est bien stabilisée, qui a un traitement simple, c'est-à-dire si c'est un immunomodulateur plutôt peu immunodéprimant, qui serait en monothérapie. Si on ne fume pas, si on a moins de 35 ans, là, plusieurs choix possibles. Évidemment, la contraception progestative, qui est possible pour tout le monde, le stérilet progestatif. Et puis, si on a déjà une contraception en cours, qui serait une contraception œstroprogestative, peut-être qu'on n'a aucun autre facteur de risque que sa MICI et on va pouvoir continuer cette contraception-là. En tout cas, pas d'urgence si jamais il fallait changer, on va en discuter tranquillement. Si on a une MICI active ou sévère, qui chroniquement pose problème, si on a des traitements immunosuppresseurs, certains en particulier, si on a des corticoïdes, si on a des traitements de la classe des anti-JAK, si on a des traitements combinés ou des traitements qui potentiellement sont plus compliqués parce que notre maladie est plus compliquée, là, la contraception de choix, c'est ce qu'on propose, en tout cas avec les gynécologues experts, c'est plutôt d'utiliser des contraceptions orales progestatives où il n'y a pas de surrisque de thrombose et il y a très peu de risque d'anémie puisque vous n'appelez plus à avoir de règles. Dans tous les cas, il faut discuter sereinement et choisir la bonne solution pour chaque femme. Et j'en aurai fini et je vous propose qu'on discute. Merci beaucoup, Lucine Vuitton, c'est très clair. Et puis, je trouve que il y a des informations qui, pour moi, me semblent assez importantes et assez inédites. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit vraiment au courant de tout ça. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un petit sondage. Donc,
J'avais normalement 2 questions à vous poser sur les sondages, une question au début et puis une au milieu, mais là, je vais vous poser les 2 en même temps et puis vous prendrez le temps de répondre. On va donc, d'abord, la première, c'est justement, trouvez-vous d'une façon générale que vous êtes suffisamment informé sur le lien entre Mickey et contraception, oui, non? Et puisque vous parliez des professionnels de santé, Lucine Vuitton, le médecin qui vous suit, quel qu'il soit, prend-il ou a-t-il pris en compte votre maladie lorsque vous avez évoqué la contraception? Donc ça, ce sont les deux. Alors, vous pouvez voter maintenant et puis on regardera tout à l'heure la réponse aux questions. Alors, on va peut-être en profiter, Lucine Vuitton, pour faire monter sur scène Christelle Robin, qui est pour l'inviter à participer. Évidemment, il y a plein de questions, notamment avec les thromboses, parce que, pour être honnête, c'est pas forcément non plus une information que les personnes ont toutes, et elles ont quand même pas mal de questions sur notamment la thrombose. Donc, on va commencer quand même avec la thrombose. D'abord, à quel mécanisme, pourquoi, en fait, il y a plus de personnes qui ont des thromboses dans les Mickey? Quel est le mécanisme, en fait? Le principal mécanisme, c'est l'inflammation. Donc, l'inflammation, le réservoir, c'est dans votre intestin. Mais après, l'inflammation, ça libère plein de molécules qu'on appelle des cytokines et qui partent partout dans la circulation. Et donc, l'inflammation qui part dans la circulation fait que le sang va être moins fluide, va plus facilement coaguler et qu'en plus, cette coagulation qui va créer le caillot, ça va s'accrocher plus facilement à la paroi de la veine et créer cette thrombose. Donc, c'est globalement l'état inflammatoire qui favorise les thromboses. Et potentiellement, les traitements associés, on l'a dit, les corticoïdes et la classe des anti-JAK, ce risque est faible, mais il existe. Ok. Alors justement, il y avait quelques questions encore sur la thrombose. Par exemple, comment on peut diminuer les risques de thrombose, notamment parce que évidemment l'idée c'est effectivement d'éviter d'avoir une thrombose veineuse profonde. C'est une très bonne remarque. En fait, il faut diminuer ces facteurs de risque. Diminuer les facteurs de risque, ça veut dire une maladie inflammatoire bien contrôlée, pas rester en état inflammatoire trop longtemps. Alors évidemment, ce n'est pas toujours possible, et des fois les maladies sont sévères, mais en tout cas, dans la grande majorité des cas, on sait avec les traitements, en tout cas la prise en charge adaptée, diminuer l'inflammation, et quand on diminue l'inflammation, qu'on contrôle la maladie, ça va mieux. L'autre point, c'est, on l'a dit, les corticoïdes. Les corticoïdes, c'est bien temporairement, ça va diminuer les symptômes temporairement, mais ça ne doit jamais être utilisé plus de 3-4 mois, puisqu'après, il y a différents effets secondaires, dont celui-là. Et donc ça, c'est assez facile à éviter. Ok. Et puis, on l'a dit, lors d'une hospitalisation, lors d'un contexte de grossesse hospitalisée, de postpartum, utiliser systématiquement une prévention avec une héparine. C'est un traitement, comme si vous avez déjà été opéré, le chirurgien vous donne pendant 2-3 semaines une petite piqûre d'héparine à faire à la maison. Ce qu'on peut faire aussi, quand une maladie est très active, il nous arrive de ne pas hospitaliser nos patients, mais de faire une prise en charge assez serrée, avec des rendez-vous en consultation. Mais après, entre chaque rendez-vous, il rentre à la maison. Mais quand l'inflammation, on sait qu'elle n'est pas bien contrôlée, parfois, on met cette piqûre d'héparine à la maison tous les soirs pour diminuer le risque de thrombose. Et justement, là, une dame nous dit que sa fille de 15 ans et demi, qui est malade de Crohn, voudrait prendre la pilule. Elle prend Amgevita. Et en fait, sa mère, qui a apparemment un facteur V de Leiden, je ne sais pas ce que c'est, à mon avis, c'est un problème de coagulation. Oui, c'est ça, c'est une prédisposition génétique à la thrombose. Donc, ça lui fait un facteur de risque en plus. Alors, c'est familial, on peut le tester chez elle et voir si elle l'a, mais effectivement, il faut le prendre en compte. Donc, typiquement, la très bonne solution qui n'augmentera pas son risque de thrombose, c'est d'utiliser une pilule progestative pure. Aucun surrisque de thrombose. Là, les premiers signes ou les premiers symptômes en fait, qui montrent qu'on a une thrombose, c'est quoi en fait? C'est une douleur à la jambe. Ça ne survient pas sur les deux jambes en même temps. C'est une des deux jambes. Ça peut survenir sur un bras aussi, par exemple, quand on a eu un cathéter. Ça peut favoriser la thrombose, un corps étranger. Et donc, ça fait une douleur et aussi une augmentation. Des fois, il n'y a pas beaucoup de douleur, mais juste une augmentation du volume de la jambe ou de la cuisse qui devient un peu plus rouge.
D'accord, donc la bas de contention, ça peut diminuer le risque de thrombose. On n'est pas obligé de le porter toute sa vie non plus. Non, en fait, la seule prévention médicale, c'est la piqûre d'héparine. Le bas de contention ne marche pas. Ça permet de diminuer les œdèmes, mais ça a été bien démontré qu'en prévention de la thrombose, ça ne marche pas. Il n'y a que les bas qu'on utilise en réanimation, qui sont des bas particuliers, qui vont pomper mécaniquement, qui fonctionnent. Donc, du coup, sur ce risque, en fait, là, on a une personne qui nous dit qu'elle prend une pilule progestative parce que ça… Bon, alors, on verra après tout à l'heure pourquoi, parce que je voudrais qu'on reparle ensuite de la relation entre la pilule et puis tout ce qui concerne ensuite la Mickey. Mais donc, quand on prend la pilule depuis 10 ans, le médecin lui a dit que finalement, s'il n'avait jamais eu de thrombose dans les premiers temps, elle risquait de n'en avoir jamais. Donc, est-ce que finalement, on peut dire que cette information est fausse ou… Alors, le risque, j'avais mis dans une diapo, je ne suis pas revenue dessus, le risque avec la contraception donc combinée œstroprogestative est majeur et surtout les 2 premières années du traitement. C'est-à-dire que le risque est augmenté par 3-4 les 2 premières années du traitement par rapport à une femme qui n'aurait pas cette contraception. Par contre, il est moins important après 2 ans de traitement, mais il reste quand même multiplié par 2. Donc, quand ça fait en plus 10 ans qu'on est sous cette contraception, on approche des 35 ans potentiellement. Et de toute façon, dès qu'on a plus de 35 ans et qu'on a une Mickey, on a 2 facteurs de risque. Donc, théoriquement, ce n'est pas la meilleure idée. Mais encore une fois, il n'y a pas de dogme. Si cette contraception convient très bien, que la Mickey va très bien, qu'elle est en rémission, que vous ne fumez pas, vous n'avez aucun facteur de risque familial, que vous n'avez jamais fait de thrombose, je pense que ça peut tout à fait se discuter. Ok. Alors, pour reparler en fait du lien entre contraception et Mickey, parce qu'on a plein d'expériences et différents verbatims qui sont justement issus de cette étude faite avec Christine Robin, qui a priori n'a pas l'air de pouvoir monter sur scène. On ne peut pas inviter Christelle dans le webinaire. J'ai l'impression qu'on ne peut pas inviter Christelle, très très dommage. Mais moi, ça m'intéresse quand même parce qu'on a des témoignages d'un côté qui disent que finalement, en prenant la pilule, ça a amélioré en fait la maladie et des poussées, ou en tout cas les femmes avaient l'impression qu'au moment des règles, ça provoquait en fait des poussées, ou en tout cas des problèmes, voilà. Et puis d'autres qui disent qu'au contraire, en prenant la pilule, ça a augmenté les poussées et ça n'a pas amélioré la maladie, bien au contraire. Je ne sais pas, vous avez des choses à nous dire là-dessus, des informations? Alors, je ne sais pas si Christelle peut répondre un peu par chat et puis on verra ce qu'elle dit ouais, dans le éventuellement, chat. mais… En tout cas, il y a un point anatomique clair, c'est que chez la femme, l'utérus et le vagin sont, et donc l'utérus surtout, c'est ça qui nous intéresse, est vraiment au contact du rectum. Le pelvis, tout est vraiment intriqué, la vessie, l'utérus, le rectum. Et quand il y a les règles, en fait, ça crée une grosse inflammation utérine. Et donc, cette inflammation utérine, elle va provoquer un changement de transit chez la plupart des femmes. La plupart des femmes, vous le savez bien, disent qu'on n'a pas tout à fait le même transit pendant les règles. Et chez beaucoup de femmes jeunes, même qui n'ont pas de Mickey, les règles vont provoquer des contractions sigmoïdiennes rectales du côlon en rapport avec l'inflammation utérine. Donc oui, tout à fait, le fait de bloquer les règles, de les diminuer avec une contraception œstroprogestative, de les bloquer complètement avec une contraception progestative, ça va diminuer toutes ces douleurs satellites pelviennes. Alors, est-ce que la contraception peut aggraver la Mickey? De toute façon, une contraception qu'on ne tolère pas bien, on n'est pas bien, et oui, on peut potentiellement être moins bien dans sa maladie chronique. C'est pour ça que c'est à la carte et qu'il faut trouver la contraception qui convient aussi à chaque femme. D'accord. Alors, il y a plein aussi de questions qui sont issues, encore une fois, de cette étude, qui posent la question on reparlera de l'endométriose tout à l'heure, mais qui pose la question de finalement la bonne ou mauvaise absorption de la pilule, selon que, par exemple, on pourrait avoir des vomissements ou alors des diarrhées. Donc, il y a une peur, en fait, de la malabsorption de la pilule. Je ne sais pas s'il y a des choses là-dessus, mais en tout cas, il y a beaucoup de patientes qui parlent de cette crainte, en fait. Oui, non, en fait, dans les études, on a bien démontré que la contraception est aussi efficace chez les femmes atteintes de Mickey. La diarrhée ne diminue pas
l'absorption. La seule chose qui peut diminuer l'absorption de la contraception, donc la pilule, comme tous les médicaments, c'est absorbé à la sortie de l'estomac, dans le duodénum, vraiment dans la première partie de l'intestin. C'est très, très rare d'avoir une maladie de Crohn dans cette première partie de l'intestin. Et si on l'a, ça n'atteint jamais la totalité de cette partie proximale de l'intestin. Donc, en fait, le défaut d'absorption, il est exceptionnel. Ça concernerait des patients à qui on a enlevé la majorité de l'intestin grêle. C'est quand même très rare. Et à ce moment-là, le médecin l'a dit, on le sait, parce que ça compromet l'absorption de tous les médicaments, en fait. Et c'est rarissime. Donc, pas de souci de ce côté. Ok. Sur la question du stérilet, par exemple, la stérilet, c'est quand même quelque chose donc, effectivement, qui est à l'intérieur de l'utérus, ou en tout cas une partie. Est-ce que ça ne peut pas interagir justement aussi, là aussi, avec au-delà de l'inflammation, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut être problématique pour l'intestin? En fait, la même réponse qu'avec les règles, c'est-à-dire que c'est décrit dans les cordes de patientes qui ont des stérilets au cuivre qu'un des effets secondaires décrits, c'est les douleurs pelviennes, parce que parfois, ça va déclencher, ça donne une inflammation chronique qui, d'une femme à l'autre, est ressentie de façon très différente. Il y a des femmes qui ne le ressentent pas du tout, et c'est la contraception de rêve, et des femmes qui ont tout de suite des douleurs pelviennes catastrophiques qui deviennent chroniques et qui sont intolérables. Et quand ce stérilet est mal toléré, il est encore plus mal toléré quand on a une Mickey, parce que tout de suite, il va y avoir un retentissement important sur l'intestin. Donc oui, c'est possible. C'est vraiment très personne-dépendant, mais c'est un effet secondaire connu. Et de toute façon, de ce rapport à de proximité aussi, on sait effectivement que l'endométriose, c'est une maladie qui est quand même relativement fréquente maintenant, en tout cas chez les femmes. Et donc, on a en effet des personnes qui sont atteintes de rectocolite hémorragique ou de maladie de Crohn et puis qui ont aussi une endométriose. Donc, bon, alors je sais qu'il y a une étude là-dessus en ce moment, d'ailleurs, au JETED, pour aller chercher les personnes qui ont la double pathologie. Donc, mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une influence en fait d'une maladie sur l'autre? Alors, c'est pas une étude, c'est un registre, mais effectivement, l'endométriose, c'est quasiment 2 à 5% des femmes, donc c'est beaucoup, beaucoup. Donc, évidemment, il va y avoir beaucoup de cas de Mickey plus endométriose. L'endométriose, c'est des nodules en fait d'utérus qui se retrouvent un peu n'importe où autour de l'utérus, au niveau des ovaires et même des fois contre la paroi rectale et même dans la paroi rectale. Donc là, évidemment, si on associe endométriose plus Mickey, c'est un facteur de plus de douleur chronique. Et je dirais qu'il faut vraiment se méfier de ne pas croire qu'une Mickey est en poussée quand une femme a une endométriose et de bien vérifier objectivement que la Mickey est en rémission ou pas, et où en est l'endométriose pour ne pas traiter l'une plus que l'autre et l'autre pour l'une. Et en termes de contraception, du coup, ça change quelque chose ou pas? Pas vraiment? Oui, c'est-à-dire que le premier traitement de l'endométriose, c'est la contraception. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait mal dans l'endométriose? C'est au moment des règles, toutes ces petites boules d'utérus qui ne sont pas au bon endroit, elles gonflent, elles font mal. Et donc, le premier traitement de l'endométriose, c'est la contraception. Et justement, c'est contraception progestative qui bloque les règles parce que du coup, ça enlève les douleurs. Et des fois, quand ça suffit, on s'arrête là. Donc, le conseil, c'est plutôt une pilule progestative pour l'endométriose et qui va… Je ne veux pas causer à la place d'un gynécologue, mais voilà, habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on n'a pas parlé de l'anneau contraceptif vaginal, mais c'est dommage que Christelle, en fait, apparemment, elle n'arrive pas à monter, à se connecter. Je pense que c'est un problème de navigateur. Christelle, si tu m'entends, essaye de changer de navigateur, mets-toi sur Chrome et puis je t'inviterai à participer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus de l'anneau. On n'a pas parlé de tous les moyens contraceptifs mécaniques, puisqu'il y a les spermicides, il y a l'anneau contraceptif. L'anneau, c'est un anneau qui se met au fond du vagin et qui libère un œstroprogestatif. Donc, ça revient au même que la contraception combinée œstroprogestative. On n'a pas parlé non plus de la stérilisation. Est-ce que c'est… alors là, je suppose qu'en gros, comme c'est une femme, je pense que c'est la ligature des trompes, peut-être, je pense, qui est en cause là. Est-ce qu'elle peut entraîner des risques particuliers sur une rectocolite hémorragique? Ça pose aucun problème. Si voilà, le gynécologue va toujours vous demander si c'est votre choix, vous laisser un délai de réflexion, etc. Mais voilà, ça marche très bien et ça ne pose aucun problème avec la Mickey. Question pratique, j'aime bien moi cette question pratique. Est-ce qu'on peut prendre en même temps une contraception orale et son traitement immunosuppresseur ou est-ce qu'on doit dissocier les prises dans la journée? On peut prendre en même temps et d'ailleurs c'est une très bonne idée de le prendre en même temps
parce que c'est une habitude. Et moi, je dis souvent aux femmes, par exemple, pour les salicylés, pour la rectocolite, peu importe le moment où on le prend, hein, c'est efficace le matin ou le soir. Et je dis souvent aux femmes, bah, prenez-le en même temps que votre pilule. C'est très simple, la pilule, vous ne l'oubliez pas, ça va être pareil. Vous prenez votre sachet, votre comprimé de 5-ASA en même temps. Ok. Et du coup, en fait, ce qui m'amène à dire, est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses potentielles entre des traitements de la Niki et puis une pilule? Ouais, très bonne question. Aucune. D'accord. Ok. Là, j'ai une question d'une dame pour sa fille, je pense. Quid du traitement hormonal pour l'acné pour jeune fille hors période de fertilité? Donc, je suppose que c'est type Diane 35. Je ne sais même pas si c'est encore. Alors, j'aimerais, voilà. Donc, Christelle nous a répondu sur l'anneau. Effectivement, c'est bien la notion que j'avais, c'est œstroprogestatif. Christelle pourra mieux répondre que moi, mais c'est moins en moins utilisé parce que c'est des progestatifs très dosés qui, on l'a démontré il n'y a pas longtemps, augmentent le risque de tumeurs cérébrales de type méningiome. Donc, les gynécologues vont l'utiliser de moins en moins. Oui, c'est ça. Hein. Là, vous parlez de la pilule, Ouais, c'est des pilules macro-progestatives, donc c'est pas celle dont on a parlé. Hein. C'est des pilules qui posent cette Diane 35 n'est plus commercialisée. Et c'est des contraceptifs progestatifs très dosés qui posent cette problématique. D'ailleurs, les femmes qui ont reçu ça ont des IRM cérébrales de contrôle, etc. Donc, je pense que les gynécologues vont en prescrire de moins en moins. Et du coup, allez voir votre dermatologue pour un traitement de l'acné non hormonal. Par contre, la contraception classique peut améliorer l'acné. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, bon, je vois qu'il est 19h13. On va regarder les résultats des sondages. Et puis après, j'aimerais en fait vous interroger sur aussi des conseils qu'on peut donner ou des recommandations qu'on peut donner aux femmes sur la santé finalement de la femme en général. Alors, sur les sondages, je vais regarder les résultats tout de suite. Si j'y arrive. Alors, intéressant. Sur la première question, le médecin qui vous suit prend-il ou a-t-il pris en compte votre maladie lorsque vous évoquez ou avez évoqué la contraception? Vous êtes quand même 66% à répondre que non. Donc ça, c'est quand même important. Et je pense qu'il faudra qu'on discute en effet aussi de comment on peut informer davantage les médecins sur la question de la contraception et de la Niki. Et trouvez-vous d'une façon générale que vous êtes suffisamment informé sur le lien entre Niki et contraception? Et là, vous êtes 94% à dire non. Christelle, tu te souviens, si tu m'entends, dans ton étude, c'était 74%. Donc, on voit pourquoi aussi vous êtes venu sur ce webinaire, qui, je rappelle d'ailleurs, sera accessible en replay. Donc, on espère que vous serez encore plus nombreux à pouvoir le voir et accéder à cette information. Lucille Huiton, alors je rappelle que vous êtes vice-présidente du comité scientifique de la femme, donc vous êtes un conseil expert pour toutes les informations que l'on peut donner aux patients. Quel type de recommandations on peut aussi, pour finir, donner aux femmes concernant leur santé et notamment les recommandations gynécologiques? Le principal conseil, c'est que la visite chez les gynécologues doit être commencée dès l'adolescence. Donc, l'adolescente qui a une Niki, déjà, bon, toute adolescente devrait commencer à avoir un gynécologue à partir de 17-18 ans, évidemment, mais encore plus quand on a une Niki, parce qu'il y a la problématique de la vaccination contre le virus HPV, qui est le virus qui donne 99% des cancers du col de l'utérus. Et comme c'est un virus, nos traitements immunomodulateurs vont potentiellement favoriser le maintien de cette infection dans le col. Donc, c'est vraiment tellement important de prévoir cette vaccination qui est possible jusqu'à largement 25 ans. Et puis, il y a sa surveillance. La surveillance du frottis, c'est fondamental. Comme on l'a dit, ce cancer est lié à un virus. Ce virus, il est dépistable par le frottis. Et la surveillance du frottis permet de traiter avant que les lésions cancéreuses arrivent. Donc, ça, c'est très, très important. Et donc, on conseille en théorie une consultation gynécologique par an qui permet aussi que le gynécologue fasse le point sur le risque du cancer le plus fréquent chez la femme, qui est le cancer du sein. Et puis, quand on a des traitements immunosuppresseurs, cette notion de risque de cancer du sein, il faut la connaître. Est-ce qu'il y a un risque dans la famille? À quel âge on va commencer le dépistage? Le gynécologue va faire la palpation mammaire, etc. C'est très important. Oui, tout ça pour finalement, cette prévention, c'est effectivement pour complètement maîtriser davantage finalement les risques qui sont
qui sont en termes de risque, puisque là, on parlait du risque infectieux, on parlait du risque de thrombose, sur le risque effectivement de cancer lié à l'HPV, est-ce qu'on peut dire qu'il y a ce risque lorsqu'on prend des traitements immunosuppresseurs et qu'est-ce qui fait qu'on peut finalement maîtriser ce risque en fait? C'est une question difficile, Anne. On sait que donc, comme c'est lié au virus HPV, alors une fois que vous êtes vacciné, donc c'est pour ça les jeunes filles, vaccinez-vous. Quand vous êtes vacciné, on n'a même plus besoin de parler de ce risque. Le virus, il ne va pas venir, on ne va pas faire de cancer, il n'y a pas de souci. Quand on n'est pas vacciné, comme globalement les femmes de plus de 30 ans, parce que ce vaccin existe depuis à peu près 10 ans, quand on n'est pas vacciné et qu'on a le virus, c'est sûr que les immunosuppresseurs favorisent la persistance du virus. Donc ça, on l'a démontré. Les femmes qui ont une MICI sous traitement ont plus de virus dans le col, ont plus de virus aussi dans le canal anal, et c'est le même virus qui donne le cancer du canal anal. Après, on démontre moins bien qu'il y a plus de cancer chez les femmes atteintes de MICI, probablement parce qu'elles sont mieux surveillées. Par contre, une fois que le cancer se développe, il ne va pas être plus grave, heureusement. Il ne va pas forcément être plus fréquent, mais il va falloir normalement arrêter les traitements parce qu'on ne peut pas garder de traitement immunosuppresseur théoriquement quand on a un cancer. Donc voilà, c'est fondamental de le prévenir parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la prévention marche très très bien et le traitement préventif quand il y a des lésions précancéreuses du col est extrêmement efficace. Une fois qu'on a traité une lésion précancéreuse du col, le risque de cancer est mineur. C'est bien pour ça que la prévention est extrêmement, et le dépistage est extrêmement important. Et d'ailleurs, quelqu'un nous dit la vaccination peut se faire même s'il y a déjà une activité sexuelle. Oui, elle peut se faire même s'il y a une activité sexuelle. C'est un message très important. À un moment, on a dit le vaccin avant les premiers rapports, c'est plus efficace avant les premiers rapports. Mais surtout, il ne faut pas ne pas le faire parce qu'il y a déjà eu des rapports. C'est pour ça qu'on dit que c'est possible jusqu'à 25 ans. Alors malheureusement, en France, c'est remboursé jusqu'à 19 ans pour les jeunes filles, mais on peut faire une lettre à la Sécu quand on a une MICI, nous c'est ce qu'on fait, que la fille n'aurait pas encore été vaccinée, parce qu'on sait que ce vaccin, il est même efficace plus tard. D'ailleurs, il y a d'autres pays qui vont plus loin et qui remboursent ce vaccin jusqu'à 25 ans, ce qui est malheureusement pas encore le cas en France, mais j'ai déjà fait des demandes particulières à la Sécu pour nos jeunes filles sous immunosuppresseurs. Ok, donc c'est pas trop tard à 23 ans, il faut absolument le faire. À 23 ans, voilà, le message, c'est que c'est pas trop tard à 23 ans. Alors, bon, il y avait quelques questions aussi sur la grossesse, sur tout un tas de choses. Moi, je pense que, en fait, tout simplement, Lucine Vuitton, vous allez devoir revenir parce que il y a tout un tas d'autres choses dont on aurait pu parler, et notamment, en effet, de la grossesse. On parlait cet après-midi aussi de la question de la PMA, par exemple, ou des choses comme ça. Je trouve que c'est intéressant, en fait, de pouvoir développer ces sujets. On pourrait aussi développer le sujet beaucoup de la fertilité, de l'hérédité, parce que c'est aussi quelque chose qui est très important chez les personnes qui souhaitent aussi avoir des enfants. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir dans une autre séance, parce que là, il est déjà 19h20. Et que, avec plaisir. Et puis, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous tous, vous toutes et vous tous d'avoir participé. On se retrouve bientôt pour un prochain direct de la FAR. Merci à vous, bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée.